été élevée en Chine dans une région paysanne destinée depuis sa naissance à devenir une courtisane. Mais elle est partie à la guerre sur son cheval appelé Kan, fleur de magnolia en armure qui pour son père jamais ne fane. Courageuse, habile, elle pratique les arts martiaux en 8ème dan et n'hésite pas à affronter un chef barbare prénommé Shan. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il faut savoir sur cette légende du patrimoine? Pour vous en assurer, voici 5 choses à savoir sur Mulan. On ne rencontre pas une fille comme ça à chaque dynastie. Numéro 1, la légende originale est très différente du film. On est au beau milieu des années 90 et les choses vont plutôt très bien chez Disney. Le public est au rendez-vous, les critiques applaudissent et les animateurs du studio, qui semblent avoir enfin remis la main sur le grimoire de formules magiques que leur avait légué l'oncle Walt, sortent à peu près un chef-d'œuvre par an. Après avoir fait voyager leur public en France avec La Belle et la Bête, dans les profondeurs de l'océan avec La Petite Sirène, au cœur du Moyen-Orient avec Aladdin, dans la savane africaine avec Le Roi Lion, au sommet de Paris dans le beau sud de Notre-Dame, sur les rivages de l'Amérique avec Pocahontas et dans la Grèce antique avec Hercule, les artistes de Disney décident d'explorer un univers qu'ils n'ont encore jamais visité. C'est décidé, leur 36e classique d'animation sera consacré à une héroïne chinoise, protagoniste d'une très ancienne légende, d'abord orale puis transformée en poème aux alentours du 4e siècle, la ballade de Mulan. Une histoire d'à peine 300 caractères, c'est-à-dire une 60aine de vers qui se déroule sur une durée de 12 ans et qui, même si les animateurs Disney ont réussi à en perpétuer l'essence, comporte quelques différences avec le film que nous connaissons. En gros, dans l'histoire originale, Mulan est une jeune fille que l'on découvre dévastée, car son père a été appelé à la guerre et qu'il n'a pas de fils aîné pour le remplacer. Mulan n'a qu'une grande sœur et un petit frère, que l'on nomme d'ailleurs petit frère dans le texte original, un nom qui dans le film de Disney sera attribué au petit chien de la famille. Oh, voilà. Mulan décide donc de partir à la place de son père, d'acheter un cheval, une selle, une bride et un grand fouet, et de rejoindre les rangs du chef de l'armée, c'est-à-dire le Kan. Kan, comme le cheval de Mulan dans le film. Bref, dans le poème, elle dit adieu à sa famille et ne part donc pas en pleine nuit. Après avoir voyagé très longtemps, environ 16 000 km apparemment, elle se fait enrôler dans l'armée et participe à des centaines de batailles pendant 12 ans. Comme dans le film, elle est finalement convoquée devant l'empereur de Chine, et le Kan lui offre tout ce qu'elle désire. Son seul souhait, un cheval pour aller revoir sa famille. De retour chez ses parents, Mulan retrouve sa tenue d'autrefois, ses robes et ses coiffures, et se présente ainsi devant ses anciens compagnons d'armes, qui sont tous étonnés de découvrir qui elle était véritablement. Bon, ça, c'est la version la plus célèbre du poème de Mulan, et finalement, dans l'esprit, elle reste assez semblable à celle de Disney, mais sachez qu'il y en a eu d'autres, étant donné que la légende s'est transmise pendant des siècles. C'est au XVIe siècle, sous la dynastie des Ming, qu'un dramaturge chinois appelé Zhu Wei attribue pour la première fois à Mulan le nom de famille de Hua, qui sera finalement traduit par Disney en Fa. Ceci dit, sachez qu'en chinois, Hua signifie fleur et que Mulan signifie magnolia. En gros, le nom original de Mulan signifie fleur de magnolia. Attendez, ça vous rappelle pas une scène du film, ça? Mais regarde, celle-ci est en retard. Pourtant, lorsqu'elle s'épanouira, elle sera pour moi la plus magnifique de toutes. Bon, et histoire de casser un tout petit peu l'ambiance avant de passer au numéro 2 dans la version de Xu Wei, Mulan est demandée en mariage par l'empereur à plusieurs reprises et que pour repousser ses avances, elle finit par se suicider. Bon, ok, suivant. Numéro 2, Mushu devait avoir une chanson dans le film. Tout mon beau travail. Chez Disney, on le sait, des chansons inoubliables qui nous restent dans la tête et qu'on ne peut plus s'empêcher de fredonner pendant des jours entiers, il y en a beaucoup. Oui, mais chez Disney, des chansons tout aussi géniales, qui n'ont finalement pas pu être conservées dans les films et dont on n'a jamais entendu parler, il y en a plein aussi. En vrac, on a par exemple une chanson où les 7 nains mangent leur soupe dans Blanche-Neige, une mélodie accompagnant le voyage de Pinocchio et des autres mauvais garçons jusque dans l'île du plaisir, une version alternative de Hakuna Matata dans Le Roi Lion, une chanson pour la méchante Yzma composée par Sting dans Cusco l'empereur mégalo, une scène dans laquelle Jafar s'amusait à ridiculiser Aladdin en musique, et donc dans Mulan, à l'origine, il y avait ceci. Keep 'em Guessing, en français laisse-les deviner, une chanson interprétée par Mushu en mode crooner sur des tonalités jazzy et censée encourager Mulan alors qu'elle vient de rentrer dans l'armée et qu'elle n'est pas certaine de pouvoir passer inaperçue. Bon, mais avec ou sans cette chanson, rappelons quand même que la musique de Mulan, c'est sans le moindre doute l'une des principales qualités du film.
Une BO signée par le légendaire Jerry Goldsmith, l'un des plus grands compositeurs de musique de film de tous les temps, qui a également travaillé sur ces petits films-là, le tout saupoudré de 4 chansons tout simplement inoubliables. Allez, petite mention spéciale pour l'émouvante Réflexion, et bien sûr pour l'irrésistible Comme un homme. Numéro 3, il existe un Mulan 2. Aujourd'hui, la tendance, c'est les nouvelles versions de classiques Disney en prise de vue réelle, et ben dans les années 90 et 2000, c'était les suites en vidéo. Le Roi Lion 2, La Petite Sirène 2, La Belle et le Clochard 2, Le Retour de Jafar, c'est-à-dire Aladdin 2, Cendrillon 2, Pocahontas 2, La Belle et la Bête 2, bref, des films de qualité plus ou moins élevée, on va pas se mentir, mais bon, même si en général on était quand même très loin du niveau qu'offraient les films originaux, on pouvait parfois tomber sur de bonnes surprises, voire même occasionnellement sur de jolies petites pépites. En 2005, en DVD, on a donc pu découvrir Mulan 2, alias La Mission de l'Empereur. Un film franchement plutôt honnête, avec des chansons sympathiques et une qualité d'animation assez convaincante, compte tenu du budget beaucoup moins important qui était alloué à ce genre de production. Pour ce qui est du scénario, Mulan 2 débute pile un mois après la fin du premier film, lorsque Shang demande Mulan en mariage et qu'elle accepte. Ouais, du coup, entre parenthèses, ça se passe quand même un tout petit peu mieux que dans la légende de Xue. Sauf que cette situation, qui semble réjouir tout le monde, pose un gros problème à Mushu. Et oui, si la famille de Mulan et celle de Shang s'unissent, selon la tradition, elle devra partager les ancêtres de son mari, et il perdra donc automatiquement sa place de gardien, et par la même occasion, son ami Mulan. Du coup, on connaît Mushu, il va tout faire pour les séparer. En parallèle de ça, l'empereur demande à Mulan et à Shang de partir en mission, d'où le titre du film, pour escorter 3 jeunes princesses vers les époux qu'on leur a choisis, dans le but de consolider les alliances de l'Empire. Là encore, les visions de Shang, qui désire préserver la paix à tout prix, et de Mulan, qui est positivement contre le mariage arrangé, vont se retrouver confrontés. Bon, on va éviter de vous raconter la suite au cas où vous voudriez découvrir Mulan 2 par vous-même, et on va donc passer directement au numéro 4. Les voix françaises du film sont mythiques. Hey, tu nous craches quelque part? Et oui, on était obligé d'en parler, parce que oui, les Disney des années 90 sont notamment reconnaissables pour leur doublage français de grande qualité. On mange tout. Et même si certains autres films comme Le Roi Lion, Aladdin ou Le Bossu de Notre-Dame n'ont rien à lui envier à ce niveau-là, Mulan, c'est quand même un festival de talents qui se succèdent derrière la barre. Destructible, Mushu! On débute avec Mushu, interprété par José Garcia, un acteur qu'on aime beaucoup et qui signe ici son tout premier doublage. Bon, alors c'est vrai qu'on préfère toujours quand le boulot est confié à des comédiens qui connaissent le métier, n'empêche que dans certains cas assez rares pour être soulignés, prendre quelqu'un de plus célèbre pour doubler un personnage animé, ça fonctionne. Hey, dragon, il n'y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue. Et c'est en partie grâce à lui qu'on retiendra Mushu comme faisant partie des personnages Disney les plus drôles des années 90. Mais au fait, Ping m'a piqué ma conscience! Oui, mon nom est Ping. Pour ce qui est de Mulan elle-même, ça peut paraître étonnant lorsqu'on n'est pas au courant, mais sachez que c'est Valérie Carcenti, notamment connue pour son rôle dans Scène de ménage, On ira un jour à Roland-Garros. qui lui prête sa voix. Mes ancêtres ont envoyé un petit lézard pour me sauver. Un timbre parfaitement adapté au personnage et qu'elle avait aussi prêté à une autre héroïne animée de l'époque, Juliette, dans Le Cygne et la Princesse. Je m'appelle Juliette. Bon, et pour le reste du casting, on a pour ainsi dire des sommités en matière de doublage. Shang, c'est Renaud Marx, célèbre pour avoir prêté sa voix à Bill Pullman, à John Travolta ou encore à John Cusack. Ling, c'est Pierre-François Pistorio qui a également doublé Jet Li ou Antonio Banderas à de nombreuses reprises. Yao, c'est Christian Pelissier, un spécialiste de l'animation qu'on a également pu entendre en Buzard dans Pif et Hercule, en Mojo Jojo dans les Super Nanas, et bien sûr en Capitaine Haddock dans les aventures de Tintin. Sale vilaine bête de tonnerre de Brest! Voilà, on oublie quelqu'un ? Ah bah oui, on oublie la légende, le maestro, le génie, Monsieur Harrison Ford, Danny Glover, Patrick Swayze, Richard Gere, Jeff Goldblum et Buzz l'éclair, Monsieur Richard Darbois, qui pour l'occasion a transformé son timbre chaleureux en terrifiant murmure pour interpréter le redoutable Shan Yu. Combien d'hommes faut-il pour envoyer un message? Et sinon sachez qu'en version originale, c'est Eddie Murphy qui prête sa voix à Mushu, et qu'en version chinoise, c'est Jackie Chan qui double Shang. Numéro 5, la charge des 1 a représenté un vrai tour de force.
Évidemment, ça ne s'invente pas, si Mulan est un film de qualité, c'est tout simplement parce que les artistes qui l'ont façonné ont taffé comme des malades, en développement, en animation, en écriture et en recherche. Comme le veut la tradition chez Disney, avant de se lancer dans la grande aventure Mulan, 10 animateurs sont ainsi partis en Chine pendant 3 semaines. Ils sont revenus avec 24 heures de vidéos, des multitudes de croquis, 9000 photos, et probablement encore plus de souvenirs qu'ils ont mis un point d'honneur à restituer dans leur film. Mais au-delà de la minutie apportée par les animateurs à chaque décor du film, plusieurs véritables tours de force ont également dû être relevés pendant la production de Mulan, et notamment via le concours du CGI, ou Computer Generated Imagery, un outil que les studios Disney apprenaient encore tout juste à maîtriser, même si leurs petits frères de Pixar avançaient déjà sans roulette. Tu n'es qu'un jouet! À l'époque, côté Disney, la séquence la plus impressionnante dans le genre était la fameuse charge des gnous dans Le Roi Lion. Une scène qui avait demandé 3 ans de travail à ces animateurs pour faire vivre simultanément 700 animaux. 4 ans plus tard, ils ont dû s'y coller à nouveau, mais avec 2000 soldats 1. Et puis avec des mouvements de caméra bien badass, genre des travelling aériens qui suivent le faucon de Shan Yu dans les airs, différentes valeurs de plan, bref, de quoi nous foutre des frissons, et pas parce qu'on est dans la neige. Pour ce faire, les artistes du film ont reproduit la technique utilisée sur Le Roi Lion. La subtilité étant cette fois-ci que chaque soldat 1 devait revêtir une apparence unique, contrairement aux gnous. De manière plus générale, Mulan est un film à très grande échelle dans lequel le CGI a beaucoup été utilisé, probablement plus que dans n'importe quel autre Disney auparavant. Par exemple pour animer les drapeaux, les volets de flèches, et bien sûr l'immense foule que l'on peut voir dans la scène finale. Voilà, on vous a tout dit. Ah non pardon, on a juste oublié de vous préciser que Tony Bancroft et Barry Cook, les 2 réalisateurs de Mulan, faisaient un petit caméo animé à la fin du film, où ils apparaissent en artificier, que dans la même séquence, la fusée qui est attachée sur le dos de Mushu porte une inscription que l'on peut traduire en anglais par The Big Bamboo, le nom d'un bar où les animateurs du film aimaient bien se retrouver pendant la production, que le symbole que l'on peut voir sur cette tente ne représente pas le drapeau japonais, ce qui n'aurait eu aucun sens étant donné que Mulan se déroule en Chine, mais l'emblème des médecins chinois de l'époque, et enfin que les inscriptions gravées sur les pierres du temple des Fa correspondent aux noms des membres de l'équipe du film.